Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Maouli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 78 radios et 3 télévisions à travers le Mali et en live sur Facebook. Et au cours de ce forum de la presse, nous allons aborder 3 sujets. Il s'agit de la fête de Tabaski au cours de laquelle le prix du mouton a été jugé élevé par les consommateurs. Nous parlerons également des conditions des hôpitaux au Mali. Il y a quelques jours, le bras d'un bébé a été amputé à l'hôpital Gabriel Touré. Et nous parlerons également de l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Merci à nos invités qui ont accepté d'être sur place. Il s'agit de Hassan Kone de NotreNation.com, Oumar Sidibé du groupe Renouveau et Youssouf Sissoko de Info7. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, internautes également. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Le premier sujet de ce forum de la presse, il s'agit de la fête de Tabaski. Au cours de cette fête, cette année, les consommateurs se sont plaints du prix du mouton. Pourquoi constate-t-on cette élévation du prix du mouton chaque année, Monsieur Sissoko? Merci Touré et merci à Studio Tamani de m'avoir donné en tout cas l'occasion de me prononcer sur les différents sujets qui sont aujourd'hui retenus au forum de la presse. Et permettez-moi d'abord de présenter mes vœux de bonne fête de Tabaski à la communauté musulmane, à tous les Maliens d'ailleurs, qu'on soit musulman ou pas, cette fête est devenue une tradition chez nous. Effectivement, nous avons constaté quand même que les prix du mouton, les prix ont vraiment flambé. Mais moi, je pense que l'explication qu'on peut donner à ça, c'est que d'abord, il y a la situation au centre. Parce que nous savons que le centre et le nord sont les deux régions qui approvisionnent en tout cas le marché en moutons. Donc quand il y a la crise, en tout cas au niveau de ces deux régions-là, ça va avoir forcément des répercussions sur les prix, en tout cas des moutons au niveau de Bamako. À cela, il faut ajouter aussi la cupidité des revendeurs. Parce que certains pensent que la fête, la veille de Tabaski, c'est vraiment une occasion idoine pour certains revendeurs de moutons de se faire pleine la poche. C'est pourquoi ils augmentent en tout cas le prix. Et d'ailleurs, au cours de cette fête, il y a quand même un phénomène que moi j'ai constaté. C'est que d'abord, il y a la crise financière. Alors pour un tout petit peu juguler cette crise financière, les gens ont préféré se mettre à 7, parce que c'est ce que la religion aussi dit, se mettre à 7 pour cotiser chacun 75 000 francs. Et à partir, n'est-ce pas, de cette cotisation, ils ont pu quand même se procurer deux bœufs. Et avec ces bœufs-là, et franchement, ils se sont passés aussi du mouton. C'est vrai, le mouton, c'est l'animal le mieux indiqué pour, en tout cas, ce sacrifice religieux. Mais à défaut de ça, je crois qu'ils ont tout simplement préféré acheter des bœufs pour, en tout cas, juguler, faire passer la fête. Voilà. Monsieur Hassan Kone, au-delà de Bamako, même à Menaka, selon certains habitants de la localité, les années précédentes, le mouton se vendait là-bas entre 30 et 60 000 francs. Mais cette année, il fallait débourser entre 60 000 et 100 000 francs CFA pour avoir un bélier. Comment expliquez-vous cette cherté? Oui, justement, c'est ce constat-là qui nous permet de dire que la cherté n'est pas forcément due à la crise au centre et dans le nord du Mali. Comme il a ici bien à le dire, il faut vraiment compter à la cupidité des vendeurs de moutons et des revendeurs de moutons. C'est-à-dire plusieurs personnes s'installent dans la filière de la vente de moutons dans cette période-là pour faire des profits exagérés. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître que il y a un développement qui est en train de s'annoncer du côté des paysans. Ils ne se séparent plus de leurs bêtes à n'importe quel prix en réalité, parce qu'ils ont des charges, ils ont des contraintes à l'élevage de ces animaux-là. Donc il faut reconnaître aujourd'hui que la plupart de ces bêtes souvent sont nourries avec le tourteau et qui leur revient très cher. Donc quand on met cela côte à côte, on arrive à un prix un peu exagéré du mouton. Monsieur Sidibé, à quoi sert donc l'opération Tabaski qui devrait être une mesure pour pouvoir amoindrir le prix des moutons?
Oui, visiblement, l'opération Tabaski n'a eu aucun impact sur, en tout cas, l'accessibilité des moutons au niveau de la population. En fait, je crois qu'il faut revoir, le gouvernement doit revoir, en tout cas, les systèmes, si vous voulez, de cette opération Tabaski, parce que finalement, elle ne sert à rien. En tout cas, du côté de la population, on ne sent aucun impact. Comme mes deux prédécesseurs l'ont si bien dit, effectivement, la crise au centre et au nord n'a aucun lien avec la flambée vraiment de ces prix de moutons. Quand on sait que le marché était vraiment approvisionné, c'est quand il y a crise, ça doit se ressentir du côté de l'approvisionnement. Le marché était bien fourni, il était bien approvisionné, même 3 à 4 jours après la fête, aujourd'hui, vous allez faire un tour au niveau des marchés à bétail, communément appelés les grabals. C'est des marchés qui ne désemplissent pas, en fait. Donc, pour moi, on doit essayer de revoir la chaîne qui fournit, en tout cas, ce marché. Quand vous avez si bien signalé au niveau de Ménaka, que ce soit au niveau du Grand Nord à Ménaka et à Bamako, c'est pratiquement le même prix élevé qui est constaté, en tout cas, par la population. Donc, ça veut dire que c'est un marché organisé, tenu par une certaine association des éleveurs qui fixe le prix qu'il veut sans que l'État ait un regard, en tout cas, répressif sur ce marché-là. Donc, moi, je pense que l'opération Tabaski doit être revue par le gouvernement si tant est qu'elle est instituée pour, en tout cas, abréger la souffrance des populations. Hassan veut réagir sur ça. Bon, moi, je pense que c'est vraiment la belle occasion pour que ceux qui ont piloté cette opération Tabaski là puissent s'expliquer. Et il est clair que les journalistes vont les approcher pour avoir des explications. Étant donné qu'on entend parler d'une subvention de 2 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans cette opération. Bon, on ne peut pas injecter 2 milliards de francs CFA dans une opération qui ne donne pas de résultats. En réalité, ça n'a pas donné de résultats. Et ceux qui ont piloté l'opération doivent donner des explications au peuple malien pour qu'on comprenne un peu à quel niveau se situe le problème. Il semblerait qu'il y ait des revendeurs qui vont... oui, là aussi, c'est un phénomène qu'il faut dénoncer. Parce que dès que ces moutons arrivent dans ces espaces indiqués, il y a des individus qui viennent, qui les achètent en grande quantité et qui ressortent pour les revendre. Donc, bon, c'est clair, quand l'État met quand même une subvention, il faut que l'État mette en place un dispositif pour ne pas qu'un seul citoyen vienne les acheter tous pour aller faire la spéculation ensuite. Bon, si ceux qui organisent l'opération ne prennent aucune disposition pour que ces moutons qui sont subventionnés par l'État ne subissent pas la spéculation, donc ça veut dire que quelque part leur responsabilité est engagée. C'est eux qui ont géré l'opération, il faut qu'ils s'expliquent. Une situation dénoncée depuis plusieurs années. Aujourd'hui, est-ce que les autorités maliennes sont dépassées par cette situation? Bon, je ne crois pas qu'elles soient dépassées par la situation. Mais il faut surtout peut-être dire qu'il y a une petite négligence de leur part. Parce que comme mon confrère l'a si bien dit, le gouvernement ne peut pas subventionner quelque chose et que de l'autre côté, on voit en tout cas cette flambée des prix. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une négligence ou alors il y a peut-être tout un réseau mafieux autour de ça qui fait que, alors de l'autre côté, on dit publiquement qu'on a subventionné, mais en douce, peut-être en dessous, on ne sent pas vraiment la subvention. Ensuite, il faudrait aussi quand même dire que, alors, au nom du libéralisme, c'est-à-dire qu'il ne revient pas souvent à l'État de fixer, en tout cas pour ce qui concerne les privés, de leur fixer le prix. Parce qu'à partir du moment où c'est des gens qui disent, vous l'avez si bien dit, ils achètent en tout cas les aliments qui entrent en tout cas en ligne de compte dans l'entretien de leurs moutons, c'est-à-dire ils achètent ça très cher. Donc, il va de soi aussi que de l'autre côté, qu'ils essaient de fixer le prix pour qu'ils puissent en tout cas s'en sortir. Donc, il y a ce phénomène-là qui est là. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je pense que pour un État responsable, il faudrait quand même, pour en tout cas soulager la souffrance des Maliens, il faudrait veiller à ce que, en tout cas, les prix ne soient pas trop exorbitants pour empêcher, en tout cas, la grande majorité de populations à pouvoir, en tout cas, avoir en tout cas des moutons pour la fête de Tabaski, quoi. Est-ce que l'association des consommateurs joue son rôle? Bon, je ne pense pas. Vous savez, au Mali, en fait, pas seulement l'association des consommateurs, mais je pense que même nous avons notre part de responsabilité. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que, alors, quand on fixe le prix du mouton,
il revient en tout cas aux acheteurs aussi, parce que c'est selon la bourse de chacun, aux acheteurs aussi, de pouvoir en tout cas acquérir ces moutons-là à ce prix-là ou de refuser. J'ai déjà parlé du cas en tout cas des gens qui se mettent à 7 pour justement. Je crois que dans les années à venir, ça va avoir des incidences, un impact très, très positif en tout cas du côté de la population par rapport au prix des moutons. Parce que si les gens vont en tout cas se mettre à chaque fois à 7 pour abandonner carrément les moutons et puis se tourner vers en tout cas les bœufs, moi je pense que ça va beaucoup amoindrir le coût et ça permettra en tout cas à ceux qui vont se procurer de ça maintenant de l'avoir à prix abordable, quoi. Est-ce que vous pensez également que la course vers le mouton, c'est ce qui fait que le mouton coûte encore plus cher? Mais bien entendu, c'est comme Sissoko l'a dit lors de sa première intervention, le mouton c'est l'animal le plus recommandé en tout cas pour ces sacrifices en tout cas. Moi je pense que, je relève en tout cas la contradiction dans les propos de Sissoko quand il dit que l'État n'est pas dépassé, qu'il trouve que l'État est un peu négligent à la matière. C'est l'État qui doit réguler tout ça en fait, pour en tout cas pour rendre le mouton accessible à toute la population. Si l'État ne joue pas son rôle, je crois que c'est le lieu de le dénoncer. Par rapport à l'association des consommateurs que vous avez fait cas tout de suite, ce n'est pas à nous de nous élever et de venir faire le médecin après la mort. On est en fin d'état parce que déjà, dès les premières semaines, si vous voulez, de l'avant-fête, l'association des consommateurs devrait se braquer pour attirer l'attention des plus hautes autorités et des vendeurs de ces moutons-là pour qu'ils essayent de revoir un peu leur copie pour rendre le mouton plus accessible aux populations. Cela n'a pas été fait et c'est le lieu de le dénoncer. Nous avons des associations de consommateurs qui ne sont pas, si je dis qu'ils ne jouent pas leur rôle, s'ils ne jouent pas leur rôle, je crois que c'est des gens qui sont même à la limite complices de ces éleveurs qui profitent de ce moment de recueillement, si vous voulez, de sacrifices pour se faire de la poche pleine au niveau de la population. Je pense que c'est le lieu pour l'État de sévir et de revoir qui était lié vraiment, était dans ce système-là pour essayer d'anticiper sur les prochaines fêtes pour que désormais les moutons soient plus accessibles à travers un système bien mis en place, bien approprié pour permettant à la population d'avoir le mouton à bas prix. Au-delà du mouton, certains pensent que c'était tout qui était cher au cours des préparatifs de cette fête. Est-ce que vous avez constaté cela, M. Kony? Oui, bon, là, c'est un peu le problème dans ce pays en réalité. Hein. Et vous avez vu le mois de Carême, le mois de Ramadan. Et c'est la même chose pour la fête de Tabaski. Et c'est des périodes, malheureusement, nous sommes dans un pays, comme on aime bien le dire, à 90% musulmans. Et pratiquement le commerce est tenu que par des musulmans. Et moi, personnellement, je suis surpris qu'en ces périodes de grandes manifestations de foi religieuse, que ce soit des périodes que des commerçants musulmans décident de faire l'enchère pour se faire les poches. C'est quand même dommage, mais c'est un constat, on le fait, c'est un constat, et ça pose énormément de problèmes. Il faut que, individuellement, que nous nous interrogeons pourquoi en ces périodes où nous devons exprimer notre foi par rapport à notre religion, certains qui sont nos co-religionnaires veulent profiter pour se faire des milliards. Ça pose énormément de problèmes. Donc il faut que chacun se pose la question. On ne va pas critiquer, on ne va pas dénoncer. Mais je sais quand même que la majorité des commerçants au Mali sont des musulmans. Certains dénoncent le fait que ça est en train de sortir du cadre de la religion parce que beaucoup même font ce sacrifice du mouton mais ne prient pas régulièrement et ne jeûnent pas régulièrement. Donc ce n'est plus une question de religion, c'est devenu une question d'habitude. D'habitude. Non, en fait, moi, c'est ce que j'ai dit au début de l'émission. J'ai dit, quand j'ai adressé mes vœux, en tout cas à la communauté musulmane, j'ai dit pas seulement la communauté musulmane, mais c'est devenu même une fête traditionnelle parce que je connais des familles chrétiennes qui ont fêté, qui ont égorgé des moutons. Donc moi je pense que c'est effectivement ça parce que même ceux qui portent en tout cas des noms musulmans, il y a certains qui ne prient pas, qui ne respectent pas les autres, en tout cas, piliers de l'islam. Mais le jour de la fête, chacun se débrouille pour en tout cas se procurer cet animal-là et pour en tout cas satisfaire sa famille. Donc moi je pense que, mais il faudrait surtout que l'État fasse en sorte que, franchement, que, comme ils l'ont si bien dit, que cette fête qui est une fête, en tout cas l'une des fêtes les plus importantes en religion musulmane, que ça profite en tout cas au maximum des gens.
mais qu'une minorité seulement qui a les moyens, qui peut-être se réjouir ces jours-là et que les autres, peut-être n'ont souvent que leurs yeux pour pleurer. Et je prends l'exemple sur la religion chrétienne. Nous savons tous qu'à la veille de Noël ou de Pâques, nous constatons que les prix baissent en tout cas à tous les niveaux, que ce soit sur les aliments ou sur les habillements. Alors ça baisse. Pourquoi ne pas faire la même chose alors que nous sommes plus de 95% de musulmans au Mali? Donc franchement, c'est contradictoire. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait que les associations musulmanes et religieuses, musulmanes surtout, s'impliquent davantage pour que, franchement, que nous puissions avoir ça, que nous puissions fêter. Parce que vous avez si bien dit, ce n'est pas seulement le mouton qui coûte cher, même les autres éléments qui entrent en tout cas en ligne de compte dans cette fête-là coûtent extrêmement cher, comme les aliments et l'habillement même. Donc moi je pense que franchement il faudrait que, et en plus de l'État, que ces associations, ces multiples associations musulmanes s'impliquent davantage pour que nous puissions en tout cas fêter dans la paix, dans la solidarité, dans la quiétude. Que faire pour mieux réguler ce secteur, le marché à l'approche des fêtes? Oui, mais que faire? Je pense que l'État avait proposé un système pour mieux approvisionner. L'approvisionnement ne pose plus problème. C'est la maîtrise du prix qui est devenue, en tout cas, une sorte de bête noire, en tout cas pour le gouvernement. Le gouvernement a essayé de mettre en place un système d'approvisionnement aujourd'hui qui visiblement est infaillible en fait. Donc le marché est bien approuvé, personne ne se plaint vraiment qu'il n'y avait pas de moutons vraiment sur le marché. Mais c'est le prix qui pose problème. Est-ce que le gouvernement va essayer de mettre les pieds sur les bras et les bras sur les pieds et ne pas réagir par rapport à cette situation? Je pense qu'on doit tirer les leçons de nos comportements en fait. Est-ce qu'il faut aller à la sensibilisation, mettre les associations religieuses ou les leaders religieux à contribution pour que les éleveurs puissent vraiment se laisser visiter par, en tout cas, les sentiments religieux pour rendre plus accessibles les moutons? Ou est-ce que l'État doit mettre en place un système de régulation qui puisse canaliser tous ces réseaux-là? Je pense que... Est-ce que le Haut Conseil islamique doit mieux s'impliquer? Ça, c'est les hauts conseils, ça, c'est les associations religieuses. Est-ce qu'il faudrait les mettre en contribution? Le Haut Conseil, quand on parle d'associations religieuses, en tête de proue, je crois que c'est le Haut Conseil islamique. Donc, ici, il faudrait les mettre en contribution. L'État doit réfléchir à toutes ces hypothèses pour en tout cas mettre un mécanisme permettant au plus grand nombre de musulmans qui désirent en tout cas acheter des moutons lors des fêtes de Tabaski quand même d'avoir cette possibilité. Donc la balle est bien sûr dans le cas de l'État, c'est l'État qui est fort, c'est l'État qui est régulateur même. Le marché libéral évoqué par mon camarade Sissoko ne s'explique pas en fait. L'État, c'est l'État. L'État doit s'assumer. Les populations ont confié la gestion de la cité à des autorités. C'est aux autorités de mettre tout en œuvre pour que vraiment pour que la cité, dans la vie de la cité soit vraiment la cité soit un espace quand même bon, propice en tout cas pour la population de mieux se mouvoir et de mieux vivre en tout cas pour me résumer. D'accord. Voilà. Crise sécuritaire, crise alimentaire. Peut-on dire que l'État est aujourd'hui débordé? Bon, l'État donne l'impression d'être débordé, mais je ne crois pas que l'État soit débordé. Par exemple, pour cette histoire des bétails, quand vous allez demander aux éleveurs, ils vont vous dire que le prix de l'aliment bétail est excessif. Et tout le monde sait qu'il fut, il y a quelques années de cela, dans ce pays-là, les grains de coton pourrissaient. Mais aujourd'hui, quand on arrive à les transformer en aliments bétail, ça ne sert à rien aussi de les vendre à prix d'or. Du moins que cela sert à nourrir du bétail malien qui doit être vendu sur le marché malien par rapport à la bourse du citoyen malien. Donc c'est à l'État d'intervenir à ce niveau d'abord. Il faut essayer de maîtriser le prix de l'aliment bétail pour ne pas que l'aliment bétail revienne aux éleveurs à un prix excessif, de telle sorte qu'il sera obligé de vendre le bœuf ou le mouton à un prix excessif. C'est vrai, cette année, les gens ont fui le mouton pour s'associer, pour payer des bœufs, mais je suis convaincu que l'année prochaine, ils vont aller trouver le même prix exorbitant sur les bœufs devant eux là-bas. Voilà. Donc c'est à l'État d'intervenir au niveau du prix de l'aliment bétail, et moi je suis convaincu que c'est possible, parce que l'aliment bétail est fait à partir du tourteau, c'est le grain de coton, c'est des résidus, on enlève la fibre de coton. Il fut une période où on jetait, ça pourrissait.
Maintenant, aujourd'hui, avec les huileries privées, on arrive à transformer, on retire l'huile, on retire le tourteau pour nourrir les animaux. Mais c'est vendu à un prix exagéré aujourd'hui pour l'éleveur malien. D'accord. On va aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse. Nous allons parler des hôpitaux. Alors, selon Jimé Kanté, qui est le porte-parole du syndicat des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré, cet hôpital enregistre le décès d'une population qui s'élève à hauteur d'un village chaque année. Alors, comment expliquer cette situation où les gens vont à l'hôpital pour guérir et ils se retrouvent peine perdue là-bas? Bon, l'explication qu'on peut donner à ça, c'est que le développement ne suit pas la démographie. Le développement ne suit pas la démographie parce qu'un hôpital qui a été conçu dans les années, peut-être avant l'indépendance, et que les autorités n'arrivent pas jusqu'à présent à améliorer, en tout cas, l'accueil du point de vue structurel, je pense que ça, c'est le premier problème. Parce que quand je suivis en tout cas le directeur de l'hôpital Gabriel Touré et le pédiatre dans la cellule duquel en tout cas a eu ce drame-là, donc ils ont tous expliqué par la vétusté d'abord des lieux. Les lieux sont vétustes et en plus de ça, il y a une crise de personnel. Une crise de personnel où alors il y a un médecin, un infirmier pour 20 bébés. Donc, et ce qui est quand même exorbitant. Et on a beau être en tout cas compétent, et on a beau être efficace, mais l'être humain est avant tout un être humain. Ce n'est pas une machine qui se fatigue. Donc, moi, je pense qu'il faudrait justement que l'État prenne à bras le corps ce problème. C'est devenu pas seulement à l'hôpital Gabriel Touré, c'est pratiquement à Bamako, il n'y a que 3 grands hôpitaux. Et ces 3 grands hôpitaux pour une population d'à peu près 3 millions, franchement, il y a insuffisance de structures d'accueil pour les malades. Et alors, quand les structures ne sont pas adéquates pour accueillir en tout cas les malades, c'est-à-dire qu'ils ont plus de chances en tout cas de mourir plutôt que de sortir guéris de ces structures-là. Oumar Sidibé, il y a quelques jours, il y a un bébé qui a été amputé à l'hôpital Gabriel Touré. Il y a certaines associations qui dénoncent une erreur médicale alors que les travailleurs de cet hôpital estiment qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à ce type de situation. Est-ce que ces explications sont valables? Touré, moi, la question de la santé n'est pas une priorité, en tout cas pour nos autorités. Ce n'est pas les autorités actuelles seulement, mais depuis belle lurette, ce n'est pas leur priorité en fait. Parce que les autorités, ils ne se soignent pas chez nous. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans nos hôpitaux. Imaginez, il y a 6 à 7 mois, on a organisé à la limite une sorte d'état général de la situation des hôpitaux au Mali. Je crois que c'est le professeur Sambasso qui pilotait en tout cas ce forum-là. Qu'est-ce qu'il a été dit? Apparemment, on a un système de santé qui ne répond absolument pas aux aspirations des malades. On a un système de santé qui est totalement anachronique, qui ne suit aucunement les rythmes de l'évolution du système sanitaire quand on fait une comparaison avec nos voisins. Donc l'État doit inscrire la question de la santé dans la priorité des priorités. Si vous parlez de l'armée, il faut être en bonne santé pour pouvoir se battre au front. Quand on parle de l'agriculture, pour cultiver, il faut être en bonne santé. Quand vous regardez l'architecture du budget national, vous allez voir que la santé n'est pas forcément à un niveau acceptable ou à un niveau là où elle doit être. Donc, elle doit revenir, en tout cas, elle doit revenir dans la priorité des priorités des plus hautes. Mais malheureusement, demain ne peut pas être la veille de ça parce que ni les autorités, ni leurs familles ne se soignent au Mali, malheureusement. Vous avez évoqué la situation du bébé amputé. Effectivement, nous l'avons tous appris à travers, en tout cas, les réseaux sociaux. C'était l'État en premier qui devrait informer la population de la situation. Mais c'est les internautes qui se sont irrités de la situation. Et on a vu après un communiqué du ministre qui rassure, qui a promis de faire des enquêtes nécessaires pour informer la population. C'est quand il était à Mopti avec le Premier ministre à tourner. Et quand il est revenu, il a fait un tour à l'hôpital. Effectivement, ils nous ont donné des explications que contrairement aux annonces faites sur les réseaux sociaux, ce n'était pas le nombre
le nombre de bébés amputés annoncés aux réseaux qui était réel, mais effectivement, il reconnaît qu'il y a eu un bébé amputé de la main, mais que ce n'était pas forcément dû à une erreur médicale, comme vous l'avez si bien signalé. Donc, c'était peut-être, il donnait une explication plus technique où la population lambda peut avoir du mal à comprendre, quoi. Donc, franchement, pour cette situation, je pense que pour en tout cas améliorer la santé, il faudrait jouer sur la situation du budget. Vous allez voir, chaque 6 mois, chaque une année, il n'y a pas d'hôpital au Mali dont les syndicats ne déposent pas des préavis de grève. Pourquoi les dépôts de ces préavis de grève? C'est pour améliorer les conditions, pas leurs conditions de vie, mais leurs conditions de travail. Ils ne cherchent que ça. Donc, je pense que l'État doit vraiment jouer sur ces terrains pour endiguer cette situation. D'accord. Alors, M. Kone et M. Sidibé a évoqué la responsabilité de l'État. Si on devrait parler de la responsabilité de ceux qui gèrent l'hôpital en tant que tel, parce que l'hôpital est cité dans le rapport du vérificateur général en termes de corruption. Oui, moi je pense que au-delà de l'hôpital Gabriel Touré, il serait intéressant de faire le diagnostic même du dispositif sanitaire du pays. Et il est clair que tout ce qui se passe actuellement au niveau de Gabriel Touré, le rapport du Végal en est pour quelque chose. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le rapport du Végal c'est un document auquel on doit croire. Et le rapport a été très dur avec la gouvernance au niveau de Gabriel Touré. Il est clair, il a dénoncé. Pratiquement, c'est des hécatombes, c'est des cas d'hécatombes on voit au niveau du Gabriel Touré. Et le rapport a mis un accent précis là-dessus. Mais c'est clair, je suis convaincu, peut-être là, c'est Gabriel Touré, ils ont contrôlé ou bien ils ont inspecté. Mais je suis un peu convaincu que s'ils inspectaient au niveau de tous les centres sanitaires du pays, je suis convaincu que c'est le même résultat qu'on va avoir. Et cela revient à la question de la priorité. Est-ce la santé du Malien est une priorité des autorités maliennes? Je ne parle pas des autorités actuelles, parce qu'il est clair que ce soit le Point G, que ce soit l'hôpital de Kati, que ce soit Gabriel Touré, sauf récemment les Chinois qui nous ont donné l'hôpital du Mali, il est clair que nous avons des hôpitaux très vétustes. C'est vrai, celui de Mopti est un peu plus récent, celui de Sikasso aussi est un peu plus récent, mais nous avons affaire à un dispositif sanitaire qui mérite vraiment d'être pris au sérieux. Et il est clair, quand vous voyez Air Maroc, Air Tunis les soirs, c'est vraiment déplorable. C'est des Maliens qui ont un peu de moyens, qui sont obligés d'aller se soigner à l'extérieur du pays. Et cela ne peut pas continuer parce qu'ils sont combien? Ils représentent, en termes de proportion, ceux qui ont les moyens pour aller se soigner à l'extérieur représentent combien au Mali? Donc on a l'impression que les autres Maliens sont condamnés à mourir dans des centres de santé qui ne respectent aucune norme. Et cela ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas demander à des citoyens de payer leurs impôts et vous n'arrivez pas à leur donner le service adéquat en termes de santé. Ça ne peut pas continuer. Il faut que l'État s'assume, que l'État prenne toutes ses responsabilités par rapport à cela. Je n'ai pas les moyens, je suis malien, je paye mes impôts. Je n'ai pas les moyens d'aller me soigner au Maroc, en France ou aux États-Unis. Je dois pouvoir me soigner chez moi. Et cela doit être une priorité du gouvernement malien aujourd'hui. Est-ce même normal de voir ces autorités maliennes sortir pour aller se soigner ailleurs? Bon, qu'est-ce qu'on fait de normal dans ce pays-là? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que, c'est vrai, nous parlons du système sanitaire, mais tous les autres secteurs, en tout cas du Mali, sont pratiquement gangrénés par la corruption. C'est-à-dire, en fait, c'est la corruption qui est à la base de tout ça. Parce qu'il a parlé tantôt du rapport du Végal, qui parle en tout cas de la gouvernance de l'hôpital Gabriel Touré. Mais pas seulement l'hôpital Gabriel Touré, mais c'est dans tous les domaines, tous les secteurs en tout cas de la vie du Mali qui subissent en tout cas la corruption. Donc, est-ce que les autorités, il est normal que les autorités aillent se soigner ailleurs? Mais normalement, des autorités qui se soucient justement du bien-être de leur population doivent en tout cas accepter de se frotter à ces mêmes populations-là ici, se soigner ici, améliorer le plateau sanitaire, le plateau technique d'ici, pour en tout cas... Et en atterrissant dans ces pays voisins même, quel est le message qu'ils envoient? Justement, ce message, il est connu. C'est tout simplement pour dire que chez moi, ça ne va pas. Donc, chez vous, ça va, je viens me soigner ici. Et d'ailleurs, pour votre information, j'ai lu un document sur le cas du Niger, où alors au Niger, on a formellement interdit aux ministres et en tout cas aux hautes autorités d'aller se soigner ailleurs. Parce que l'argent qu'on investissait, en tout cas pour ça, si on économisait cela,
ça pouvait permettre en tout cas de construire un certain nombre d'infrastructures pouvant permettre et d'améliorer le plateau technique, pouvant permettre en tout cas aux autorités de se soigner sur place. Et pourquoi ne pas faire la même chose? Parce qu'il faudrait chaque fois en matière de gestion regarder ce qui se passe, en tout cas ce qui se passe bien chez l'autre, pour en tout cas essayer d'importer ça chez toi. Mais malheureusement, au Mali, tel n'est pas le cas parce que tout simplement, la situation, la gestion même du pays échappe à nos autorités. C'est pourquoi tout le monde est laissé à lui-même et chacun fait ce qu'il veut. Et alors, ceux qui ont peu de moyens, comme il a si bien dit, bon, peut-être prendre l'avion pour aller se soigner ailleurs. Sinon, ce n'est pas du tout normal. Il y a la qualité même des médecins également qui est dénoncée. Certains vont jusqu'à dire qu'il y a plus d'écoles de santé au Mali que d'hôpitaux. Oui, mais est-ce que c'est le système qui est en cause en réalité? Est-ce qu'on a des médecins motivés qui sont dans nos hôpitaux? Donc la motivation n'y est pas. Sans quoi on n'aurait pas ces nombreux préavis de grève. Donc on a quand même un personnel sanitaire moins motivé par ses autorités. C'est-à-dire tout tourne autour en tout cas de la responsabilité des autorités. Vous avez demandé à Sissoko, les autorités qui acceptent d'aller se faire soigner à l'extérieur, quel message renvoie à ces pays d'accueil? Mais le message, il est clair. Nous avons une population qui est passive, qui peut laisser le système sanitaire dans une situation très délabrée, sans que la population ne bronche. Et je prends mon vol avec toute ma famille, je vais faire mon bilan de santé dans des hôpitaux les plus huppés d'Europe et d'Amérique. Personne ne parle. On a une société civile très passive. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On constate, il faudrait, quand vous remarquez dans nos propos, nous demandons tous, il faut que l'État fasse. Non, l'État ne va pas le faire. On suscite. Tu demandes à l'État, la demande là, ça a un certain niveau, ça a un certain degré. La population doit prendre son destin en main et exiger aux plus hautes autorités un plateau technique plus adéquat, en tout cas, qui répond aux aspirations des malades. Mais nous, on ne le fait pas, on ne dénonce pas. Nos associations ne font pas. La société civile, elle est très passive si elle n'est pas escroque en réalité, à la limite. Donc nous avons une société très passive. On ne demande rien en fait. On se laisse mourir comme ça par un système savamment mis en place et personne ne bronche. Quand vous regardez les cliniques, les nouvelles cliniques qui pullulent de partout là, mais elles sont tenues par qui? Par ces médecins qui officient, si vous voulez, au privé et au niveau du public sans que l'État ne sévisse. On peut pas être promoteur de cliniques et être au compte de l'État en même temps, sans être contractuel. Mais l'État ne bronche pas parce qu'ils sont partenaires avec eux. C'est en complicité avec eux, ces mêmes autorités. Donc, ce n'est pas leur problème. Donc, il faudrait que la population prenne son destin en main et exige aux autorités un meilleur cadre, en tout cas, de santé. Voilà. Justement, pourquoi on voit plus une société civile qui se lève pour des questions politiques, notamment qui concernent des partis politiques? On ne veut pas de cet homme, on ne veut pas de cette type de gouvernance, mais on voit rarement une société civile qui se lève pour des faits de société, notamment pour demander une bonne santé. Oui, malheureusement, au Mali, on ne le verra pas parce que il faut qu'on se le dise clairement, hein, la plupart des organisations de la société civile malienne sont très, très politiques. En réalité, c'est des politiques encagoulés qui sont dans la société civile. Ils sont tapis dans la société civile et ils attendent le bon moment pour prendre leur part. La preuve, vous avez vu pendant la transition, il y avait beaucoup d'acteurs de la société civile qui souhaitaient être ministres. Voilà, donc c'est clair que l'objectif n'est pas pour se battre dans la société civile pour l'amélioration des conditions de vie ou bien des besoins de base de la population. Mais en réalité, pour eux, c'est une autre stratégie pour accéder au pouvoir. Donc, ils vont pas dénoncer ou se battre pour qu'il y ait l'amélioration des services sociaux de base. Voilà. En Conseil des ministres, il a été décidé d'augmenter le budget de l'hôpital Gabriel Touré. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose?
Bon, je pense que ça pourrait aider à faire bouger un peu les choses, mais la somme annoncée, et moi je pense qu'elle est exagérément en deçà des besoins de Gabriel Touré, parce que c'est l'hôpital le plus important du pays. Donc Gabriel Touré a besoin vraiment d'un plan beaucoup plus puissant que ce qui a annoncé, quoi. Pour ne pas dire Gabriel Touré a besoin d'un plan Marshall, peut-être Gabriel Touré a besoin d'un plan IBK. Est-ce que cette somme risque de faire face également à la corruption? Oui, mais vous avez dit qu'en Conseil des ministres, il a été décidé de faire une augmentation légère du budget de cet hôpital. Mais en Conseil des ministres, il a été décidé de dissoudre Dana Amasago. Où en sommes-nous avec cette dissolution? Est-ce que cette décision du Conseil des ministres sera appliquée? Est-ce qu'en réalité, ces sommes annoncées ne seront pas comme une sorte de serpent de mer pour, en tout cas, en tout cas, le personnel sanitaire? Donc, rien n'est clair. Donc, on attend, comme on l'a dit, wait and see. On attend, en tout cas, on attend l'après-annonce de cette augmentation. Et puis, en même temps, et peut-être c'est la belle occasion, il va falloir aussi qu'on fasse l'audit de certains matériels qu'on a acquis récemment à des coûts exorbitants, mais qui ne fonctionnent pas déjà. Donc, il faut dans ce pays, il faut qu'on commence à situer les responsabilités. Qui a payé ce matériel? Pourquoi ce matériel ne fonctionne pas? Pourquoi on n'a pas de gens pour faire l'entretien de ce matériel? Donc, voilà des questions essentielles qu'on doit se poser. L'État ne peut pas injecter des milliards dans l'achat de matériel qui, au bout de 2 mois, 3 mois, tombe en panne. Et il n'y a aucune solution. Et tout le monde se rabat sur le privé, comme si c'est fait sciemment au niveau des hôpitaux. Parce qu'au niveau des hôpitaux, les analyses coûtent un peu plus moins cher qu'au privé. Et cela est fait pour soulager la population. Mais la population n'a aucune possibilité d'accéder souvent à certaines analyses dans les hôpitaux publics. Mais on est tous obligés de nous rabattre sur le privé. Comme c'est un dispositif qui est fait sciemment, on met le matériel public en panne et on nous oblige tous d'aller vers le privé. À quel sein la population doit-elle se vouer donc? En fait, je suis tout à fait d'accord avec Barou qui dit qu'il faudrait que le peuple prenne son destin en main. Franchement, parce que nous sommes à une situation et on constate qu'à chaque fois qu'il y a une crise, l'État essaie de parer au plus pressé, on essaie de colmater les brèches, on essaie de calmer un peu la situation, mais derrière tout ça, il n'y a rien. Il n'y a aucun plan qui nous permet en tout cas de dire que franchement, cette crise qui vient d'être résolue, elle sera définitivement résolue. Donc je crois que quand en tout cas un pays est comme ça, est dirigé comme ça, il revient au peuple en tout cas de s'assumer pour exiger des gouvernants, en tout cas la bonne conduite, parce que c'est, comme ils l'ont si bien dit, c'est l'argent du contribuable malien qu'ils sont en train d'utiliser, qu'ils sont en train de gérer. Donc il faudrait que cet argent-là soit utilisé à bon escient. Sinon, en fait, nous allons continuer comme ça et ils vont essayer de faire la politique de l'autruche en donnant l'impression qu'ils sont en train de bien gérer, alors qu'en réalité, tout est de leur côté, quoi. En fait, moi, je pense qu'il faut que le peuple s'assume. D'accord. Quelques minutes pour parler de la situation sécuritaire au Mali. Un accord pour la paix et la réconciliation a été signé depuis 2015 pour le nord du Mali. Des accords ont été également signés récemment pour le centre du Mali. Alors, depuis 2015, Omar Sidibé, comment évolue la situation sécuritaire dans le pays? Bon, je crois que depuis 2015, nous avons une situation sécuritaire générale qui en tout cas n'est pas reluisante, si elle ne s'est pas gravement dégradée. Mais avec l'actuel gouvernement, je ne suis pas là pour faire les chantres de quelqu'un ou pour jouer à la détraction contre qui que ce soit. Nous savons avec l'actuel gouvernement, on sent un léger mieux. La situation sécuritaire, surtout au niveau du centre du pays, qui était devenu en tout cas, qui faisait l'objet de toutes les concentrations en tout cas. On a vu quand même avec la gestion du Dr Boubou Cissé, on sent effectivement que les communautés, les milices, toutes se sont inscrites vraiment dans une dynamique de paix. Et les constats, tout le monde a vu le constat lors de sa dernière visite. Les communautés, les milices ont signé, les milices d'Ana Amasago et la milice Pile ont signé des accords de paix. Au niveau de Massina, on a vu le représentant de la communauté Peul, Boubou Cissé, et la communauté des Donzo, et Amadou Koulibaly ont signé
en tout cas un accord de paix. Donc ça c'est des bons signes. Et concernant le nord du Mali, parce qu'il y a le président nigérien qui estime que l'État doit mieux assumer sa responsabilité, notamment en étant présent à Kidal. Oui, mais ça dit, on ne peut pas être dans les... Je pense que normalement, la logique voudrait qu'on soit dans les deux fronts en même temps. Mais on a un centre qui s'embrase, on a un nord à la limite qui se fait oublier. Peut-être c'est une manière pour le président du Niger d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur, en tout cas, la situation du nord qui le préoccupe plus que la situation du centre. Parce qu'il fait frontière au nord. Il sait ce qui se passe au nord. Mais s'il s'agit d'alerter, n'a-t-il pas les moyens de contacter directement son homologue malien? Pourquoi le dire publiquement? Oui, pourquoi le dire? C'est la géostratégie, c'est une manière de prendre le leadership de la gestion de cette crise du Sahel. Donc, c'est entre les présidents, là, on sait comment souvent les jeux se font. Chacun veut être le leader, le porteur de solutions de la crise en réalité. On a vu à un moment donné, c'était Idriss Déby qui était le patron. Il était devenu le premier interlocuteur de tous les partenaires qui voulaient investir ou qui voulaient intervenir au Sahel en réalité. Donc peut-être on sent un Mamadou Issoufou qui vraiment veut peut-être dérober ses leaderships au président malien, certainement qui reste son intime ami. D'accord. Oui, mais sauf que Idriss Déby n'avait pas usurpé son leadership, il le méritait, et il le mérite encore, parce qu'il a pris en toute responsabilité, on l'a même dénoncé à un moment donné, au moins il a pris l'argent de son pétrole pour armer son pays. Parce qu'en réalité, il faut sécuriser le développement. Ceux qui ont dit qu'on n'a pas besoin d'armée en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on le constate. Sans armée, quel développement nous allons sécuriser? Il faut qu'on mette les milliards dans l'armement. Il faut qu'on se donne des armées capables de sécuriser nos développements. Et aujourd'hui, le Mali a besoin de se donner une armée capable de sécuriser son développement. Est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau gouvernement, il y a du mieux? Oui, le nouveau gouvernement a adopté une stratégie qui paye parce que ça, on l'a aussi dit depuis longtemps, il faut des solutions endogènes. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi on n'arrivait pas à mettre en place des solutions endogènes, parce qu'on avait l'impression que la ficelle était tirée ailleurs, quelque part dans le monde. Mais aujourd'hui, les Maliens se parlent entre Maliens. C'est difficile, mais je suis convaincu que tant que les Maliens vont se parler entre Maliens, on va arriver à des solutions. Ça, c'est clair. Certains accusent la France de la non-présence de l'État malien à Kidal. Oui, en fait, la France a sa très grande part de responsabilité dans la situation à Kidal. Parce que tout le monde sait quand même qu'en 2012, quand la crise a éclaté, la France, certes, nous a aidé en tout cas à bouter loin ces djihadistes, mais arrivé à la porte de Kidal, elle a arrêté totalement, en tout cas, l'armée malienne. Et elle a empêché l'armée malienne d'avoir accès, en tout cas, à Kidal, alors que Kidal fait partie du Mali. Moi, je pense que la France a sa très grande part de responsabilité. C'est pourquoi l'inimitié du peuple malien vis-à-vis de la France tient à ce niveau-là, parce que nous ne pouvons pas comprendre que en tant qu'amis, un pays ami qui vient nous aider en tout cas à lutter contre le terrorisme et qu'on nous empêche justement de pouvoir en tout cas jouir, de pouvoir posséder un territoire qui nous appartient. Franchement, le peuple malien ne peut pas comprendre cela. D'accord, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chacun. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut négocier avec les djihadistes, notamment au centre? Oui, mais moi je pense que je voulais justement parler des accords, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je crois que les derniers qui viennent d'être signés par le gouvernement actuel, je crois que ces accords-là donne en tout cas une certaine lueur d'espoir quant au retour en tout cas de la paix dans le centre. Et je pense qu'il faudrait qu'on sorte en tout cas de concepts inventés de toutes pièces par l'Occident, djihadistes ou terroristes, etc. etc. En fait, ils trouvent leur compte dans ça. Mais nous pensons que tout ce qui peut nous permettre en tout cas d'avoir la paix, nous ne devons vraiment pas cracher sur ça. Et il faudrait justement aller vers ça. D'accord. Voilà, si c'est des Maliens, en tout cas si c'est des Maliens. Négocier avec les djihadistes maliens. Il suffit de sortir de ce sujet tout de suite et aller poser cette question à 10 personnes, 10 Maliens par exemple. Ils vous diront si la solution, la fin de la crise peut passer par ça. Ils ne voient pas de problème. C'est d'ailleurs l'une des recommandations de la conférence d'entente nationale qu'on a tenue en 2017 ici au Mali, qui reste inapplicable. Donc, dire négocier avec les djihadistes, je ne dirais pas les djihadistes, mais les terroristes, je pense que les Maliens dans sa grande majorité n'y voient aucun inconvénient. Mais comme c'est une doctrine internationale qui est tracée,
pas question de négocier avec les djihadistes. Les États-Unis en ont décidé ainsi, la France en a décidé ainsi, même si souvent, si leurs ressortissants sont pris en otage, ils n'hésitent pas quand même à mettre la main dans la poche pour pouvoir... voilà, donc, doctrine officiellement tracée par les puissances internationales, mais on sait tous qu'ils payent de l'argent pour libérer leurs ressortissants dans la main des terroristes. Donc, terroristes ou djihadistes, tant que ce sont des Maliens, il faut négocier avec eux. Moi, je pense que la solution de la crise passe par là. Et quelle est l'urgence? L'urgence, c'est négocier, c'est négocier avec tous ceux qui acceptent de négocier. Il faut négocier, c'est la solution, c'est la seule solution. C'est pas évident qu'on puisse régler cette crise-là par la voie des armes. En même temps qu'on va utiliser les armes quelque part, mais il faut négocier quelque part. Tout le monde négocie, tout compte faire. On va beau se tirer dessus, on va finir par s'asseoir autour d'une table pour trouver la solution. Merci beaucoup Hassan Koné de NotreNation.com, Youssouf Sissoko de Info7 et Oumar Sidibé du groupe Renouveau. C'était les invités du Forum de la presse de ce soir. À la régie vidéo et audio, il y avait Nouhoum Djiré et Peting Diarra, Mamadou Ouattara également. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.